Je passe le flambeau à Lorraine de Vialard. Lorraine est la directrice associée journaliste du média logistique et supply chain Voxlog, que vous connaissez certainement. Et ça sera notre maître de cérémonie pendant toute la journée. Merci. Merci Ali, merci à tous. Je vais être brève parce qu'on n'est pas très en avance. On va essayer de rattraper le retard. Vous le savez tous, l'objectif de cette journée, il est clair. C'est non seulement d'améliorer la compréhension des défis actuels et futurs, mais aussi de partager des bonnes pratiques, des innovations qui permettront d'y répondre. Et c'est dans cet esprit que nous allons, sans plus attendre, accueillir Philippe Chalmin, qui est professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la société d'études et du rapport Cyclope. Il est auteur de nombreux articles et il va présenter le premier keynote intitulé, très joliment d'ailleurs, « Attendre et espérer, l'état du monde en un temps de rupture de la mondialisation ». Philippe, je vous laisse la parole. Bien, merci Lorraine. Ça n'est pas très facile de prendre la parole après Omera Khan. J'ai bien conscience qu'au fond, il y a presque entre nous un changement de génération. Tant d'ailleurs du fait qu'étant historien, je vais essayer peut-être de vous faire prendre un petit peu de recul en un temps où la jeune Omera Khan était encore étudiante et où je terminais ma thèse. C'est quand même il y a là quelques décennies. Alors, j'ai choisi pour titre « Attendre et espérer ». Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu cet été le film « Le Comte de Monte-Cristo ». Et « Attendre et espérer », c'est la dernière phrase de ce livre, le moment où Edmond Dantès part et il laisse un petit mot à ses jeunes amis « Attendre et espérer ». C'est le sous-titre que nous avions mis au rapport Cyclope sur les marchés mondiaux que nous avons publié en mai dernier. Et j'ai tendance à penser que c'est finalement un bon résumé de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Nous vivons effectivement un temps de rupture, et un temps de rupture peut-être encore plus profond que ce que Omera Khan a analysé tout de suite. Je voudrais simplement vous ramener il y a 25-30 ans, au moment où j'imagine, d'ailleurs à Tanger, vous commenciez à avoir cette idée et réaliser de créer ce remarquable outil qui est devenu TangerMed. En ce début du XXIe siècle, soufflait en effet un vent d'optimisme sur l'humanité. Un des grands livres de la fin du XXe, début du XXIe, c'était un livre écrit par un philosophe américain d'origine japonaise du nom de Francis Fukuyama. Et Fukuyama avait titré son livre « La fin de l'histoire ». Et c'est vrai, nous étions un petit peu en train de rêver à ce moment où les hommes seraient capables d'en finir avec l'histoire. C'est un vieux thème que vous retrouvez chez Hegel, mais que vous retrouvez aussi dans les contes de fées. À la fin des contes de fées, le beau prince épouse la jolie princesse. C'est un peu vieux jeu ce que je raconte là. Et puis, celui qui raconte le conte dit, eh bien, mes enfants, ceci est la fin de l'histoire, puisque les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Donc on a rêvé à la fin de l'histoire, et c'était le temps de ce que j'ai tendance à appeler la mondialisation heureuse. Alors la mondialisation, que n'a-t-on dit, en particulier en français? Globalization en anglais, ça avait finalement un concept assez géographique. Mais mondialisation, souvenez-vous, il y avait les anti-mondialisations, il y avait les alter-mondialisations, et pourtant, la mondialisation, ça a été quelque chose qui a marqué la fin du XXe, le début du XXIe, autour de 3 concepts. Le globe, la puce et le marché. Le globe, parce que pour la première fois dans l'histoire des hommes, le globe était devenu un espace-monde
au sens de Braudel. Autrefois, Braudel avait dit il y a un espace-monde centré autour de Venise, puis d'Anvers, puis de Londres, etc. Pour la première fois, le globe, l'ensemble de la planète, fonctionnait en un seul espace. Les hommes avaient effectivement maîtrisé à la fois l'espace et le temps. La maîtrise de l'espace, vous en savez quelque chose, une des plus grandes inventions pour l'historien que je suis, l'historien de la mondialisation que je suis, c'est un truc tout bête, mais qui est votre compagnon au quotidien, qui fut inventé en 1954. Et la première fois qu'il y eut un transport de ces petites boîtes que vous connaissez, c'était le 26 avril 1956. Un navire chargea une cinquantaine de conteneurs de bière au large des côtes américaines. L'invention du conteneur qui, pour moi, est une invention tout aussi importante qu'avait été à la fin du 19e le passage de la marine à voile à la marine à vapeur au temps de la première mondialisation. La maîtrise de l'espace, la maîtrise du temps, le temps réel. Et là, Oméra vous a rappelé ces étapes. Comment vivait-on avant ? Quand on n'avait pas de téléphone portable, quand on n'avait pas d'Internet, quand on n'avait pas cette notion du temps réel qui est devenue notre quotidien. Cela a été bien entendu facilité par tout un ensemble, tout un cluster d'innovations technologiques. Je disais la puce, mais c'est la puce et le gène, cet ensemble de révolutions technologiques qui arrivent en grappe. À partir des années 80, grossièrement, ce sont les biotechnologies, ce sont les technologies de l'information, les nanotechnologies, ce qu'on appelle les NBIC, etc., et qui ont totalement modifié notre environnement technologique. Mais ceci a été rendu possible, et c'est pour ça que le globe, la puce et le marché vont ensemble, parce que c'est une période marquée par la fin des idéologies. C'est, qu'on le veuille ou non, à peu près partout, le triomphe de l'économie de marché. Et à l'époque, souvenez-vous des premières réformes de Deng Xiaoping, à l'époque, nous pensions que la Chine allait elle aussi connaître cette transition vers une économie sociale de marché, un temps marqué aussi par l'ouverture des échanges. Souvenez-vous, c'était au Maroc, les accords de Marrakech qui mettent fin à la longue période de l'Uruguay Round, qui crée l'Organisation mondiale du commerce. Un peu plus tard, on va essayer de lancer en 2001 le cycle de Doha, le cycle du développement de Doha. Et à l'époque, nous sommes donc dans les premières années du XXIe siècle. C'est vrai que la croissance mondiale était de l'ordre de 5%, un chiffre que jamais l'on n'avait connu dans l'histoire des hommes, largement supérieur à la croissance démographique, donc une augmentation du PIB per capita. Est-ce que le PIB est une mesure du bonheur? C'est une chose et une réflexion que je vous laisserai, mais incontestablement, on était sur une période dans laquelle on pouvait penser que les hommes, effectivement, avaient commencé à aller vers une sorte de fin de l'histoire. Certes, il y avait encore des crises, souvenez-vous de la crise de 2008, mais finalement, elle fut vite absorbée et presque vite oubliée. J'appelle un peu cette période, la période des années 90 à 2020, eh bien, la période des 30 glorieuses. J'y reviendrai, il y avait eu les 30 glorieuses de l'après-guerre qui se terminent avec la crise des années 70. Eh bien, grossièrement, de 90, l'effondrement de l'URSS, c'est une date un petit peu symbolique, jusqu'en 2020, nous avons connu les 30 glorieuses de la mondialisation heureuse. Et incontestablement, c'est dans cette période que vous avez conçu, de manière tout à fait intelligente et prémonitoire, Tangémède. Tout ceci, malheureusement, c'est l'historien a ses limites, tout ceci, c'est quand même un peu de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une rupture majeure. Je m'inscrirai un peu dans le tableau des différentes ruptures que nous a montré Oméra. Je crois qu'il y a vraiment sur la période 2020 jusqu'à aujourd'hui,
et peut-être demain encore, nous sommes dans une nouvelle période de rupture, un peu identique à ce qu'on avait connu dans les années 70. Cette rupture, symboliquement, ça a été quand même une rupture sanitaire, ça a été le Covid. Il faut quand même le rappeler. Vous avez raison, nous étions dans le même avion, on n'avait pas de masque hier. Il y avait quelques-uns qui avaient des masques, mais je ne vois pas un seul masque dans la salle entre nous. Bon, rappelons quand même que ça a été la pire pandémie que l'humanité ait connue depuis la grippe espagnole. La grippe espagnole avait fait entre 50 et 100 millions de morts au lendemain de la Première Guerre mondiale. Là, il est très probable que le Covid, malgré justement les progrès des biotechnologies, les mises à disposition des vaccins ADN très rapidement, eh bien, elle a fait quand même très probablement une bonne trentaine de millions de morts. Mais surtout, à la différence de la grippe espagnole, qui avait été peu publiée, qui avait été peu... Finalement, on savait qu'elle existait, mais des pandémies, on en avait eu par le passé. Là, nous avons eu une pandémie mondiale, à l'heure du temps réel. Et donc, ça a été marqué par un arrêt brutal des économies, par une mise en veilleuse de l'économie de marché. Parce que, quand on pratique... C'est un président français qui avait dit ça, le « quoi qu'il en coûte ». On sait ce qu'il en est devenu d'ailleurs de ce point de vue-là. Eh bien, incontestablement, on a assisté un peu partout au retour de l'État. Au retour de l'État dans son rôle d'organisateur et de remise en cause même de l'économie de marché. Enfin, on a vu, au lendemain du Covid, dans votre domaine bien entendu, ce que cela avait impliqué en termes de rupture des crises et des chaînes logistiques. Et le paradoxe dans votre domaine, qui m'a fasciné, moi qui suis un observateur un peu extérieur de vos aventures, ça a été l'explosion du marché du fret conteneur lorsque l'économie mondiale est quand même un petit peu repartie grâce, il faut bien le dire, à la main extrêmement bénévolente de l'État. Première rupture, donc le Covid, et il ouvre quand même la boîte de Pandore de toutes les peurs sanitaires qui existaient déjà et qui jusque-là étaient limitées aux animaux. Donc on n'était pas trop inquiet de la grippe aviaire, de la maladie de la vache folle, etc. Quand ça touche les hommes, on est directement touché et on se trouve quelque peu démuni. La deuxième grande rupture, ça a été les guerres. Alors, les guerres, il y en avait déjà, mais là, on a changé de dimension. C'est quand même symboliquement la première guerre qu'on retrouve sur le continent européen. L'Europe n'est plus le centre du monde, mais quand même, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais, et là, on va retrouver, il y avait, au moment où je parlais de Fukuyama et de son livre sur la fin de l'histoire, avait été publié un autre livre par un autre professeur d'Harvard, Samuel Huntington, c'était Le choc des civilisations. À l'époque, très franchement, je n'y avais pas totalement adhéré. Et je continue à ne pas en avoir totalement la même lecture, sauf à dire qu'effectivement, nous sommes peut-être pas totalement dans un choc de civilisation, mais nous sommes au cœur de chocs géopolitiques. J'ai cité, bien entendu, l'Ukraine et la Russie. Comment ne pas évoquer le chaudron qui est devenu le Moyen-Orient au travers de Gaza, des tensions sur le Liban avec le Hezbollah aujourd'hui, de l'Iran, etc. Comment oublier aussi, nous sommes en Afrique, ce qui se passe au sud, l'état de l'Afrique sahélienne, la guerre probablement dont personne ne parle. J'imagine qu'aucune de vos supply chains aujourd'hui ne passe par le Soudan. Mais le Soudan, c'est probablement la situation la plus dramatique aujourd'hui que l'on connaisse autour de la planète. Comment oublier aussi les guerres froides que l'on voit peu à peu se mettre en place autour de la Chine. Hier encore, un certain nombre d'avions, de navires chinois ont fait un certain nombre de manœuvres autour de Taïwan. On sait ce qu'il en est des relations sur quelques îlots plus ou moins émergés autour des Philippines. Comment aussi ne pas mentionner le fait qu'il n'y a pas eu véritablement d'aggiornamento en termes de relations entre les grandes religions. Et tout ceci, bien entendu, nous le retrouvons dans une idée d'un globe qui, aujourd'hui, n'est plus cet espace-monde
dont je parlais tout à l'heure, mais qui est de plus en plus fragmenté. Comment ne pas mentionner les échecs du multilatéralisme? Il n'y a plus de pilote dans l'avion mondial. L'OMC, créé donc à Marrakech en 1995, l'OMC aujourd'hui est quasiment moribond. Plus personne ne parle du cycle de Doha, comme il en est de l'OMC, de ce qu'il en était de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Alors vous me direz, chaque année, on a des COP. Regardez simplement la lenteur avec laquelle on bouge. Et malheureusement, il n'y a guère de choses à espérer dans quelques semaines de la prochaine COP à Bakou. Au contraire, et ça, Oméra a commencé à en parler, au contraire, certes, ce que l'on voit, c'est un retour des barrières, des protectionnismes. Alors, la grande différence entre ma mondialisation heureuse des années 90-2020 et la première mondialisation, celle de la fin du 19e, c'est qu'à la fin du 19e, les hommes circulaient. Dans la mondialisation heureuse, déjà, il y avait des barrières pour la circulation des hommes. Mais il y avait totale liberté pour la circulation des marchandises et surtout la mise en place de réseaux à l'échelle de la planète. C'est là maintenant que nous voyons le retour du protectionnisme, le retour surtout, et qui illustre les antagonismes qui se mettent en place. Certains parlent « the West versus the rest ». C'est vrai que, quelque part, c'est une ligne de lecture. C'est peut-être pas le seul clivage, car à l'intérieur de l'Ouest, que de doutes, que de remises en cause, que de montées. La France en est un malheureux exemple, l'Europe au sens large aussi d'ailleurs. Regardez les scores de l'AfD en Allemagne, que de montées des extrêmes. Regardez quand même la situation américaine avec l'ineffable M. Trump. L'Europe elle-même, avec, et ça Oméra l'a mentionné, le Brexit. Donc un Ouest peut-être de moins en moins uni, si ce n'est dans sa dimension défense avec la résurrection de l'OTAN. Et puis de l'autre côté, une sorte d'escroquerie intellectuelle inventée par un universitaire qui en fit un grand succès. Je veux parler des BRICS. Les BRICS, car ils n'ont pas grand-chose de commun. C'était le temps de la mondialisation heureuse où on pensait qu'il y avait des pays émergents et que ces pays émergents, le modèle chinois allait se répandre et que nous aurions des tas de petites Chines qui allaient se développer sur la planète. Ça a été le cas pour certains, ça a été des échecs pour d'autres, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Argentine, que ce soit l'Afrique du Sud, pour citer quelques-uns. Et en réalité, aujourd'hui, les BRICS représentent plutôt une sorte de bloc des autocraties, avec la place très particulière de la Russie, bien entendu, et puis le poids de la Chine. Et puis, tout ceci, donc dans ce monde qui se fracture, bien, c'est aussi la remise en cause des modèles économiques. On n'en a pas parlé, mais finalement, c'est un des grands débats, d'ailleurs, je vous le signale, en France. Est-ce qu'il faut donner dans l'économie de l'offre ou dans l'économie de la demande? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais incontestablement, à quoi assiste-t-on? À la remise en cause du libre-échange, au retour un petit peu partout de l'État. Et ce n'est pas uniquement parce que je suis français que je le dis, on le voit dans la plupart des pays, avec, bien entendu, là aussi, de nouvelles polarisations politiques. Et enfin, alors que, dans ces temps heureux, le monde roulait à 5% de croissance, aujourd'hui, nous ne sommes plus grand maximum au niveau de la planète qu'autour de 3% de croissance, ce qui n'est pas mal quand même, mais surtout avec une stagnation du commerce mondial, et puis, et ça illustre bien toutes ces nouvelles tendances, avec de nouveaux goulots d'étranglement, que ce soit Suez. C'est intéressant de voir que les deux canaux majeurs, construits d'ailleurs, je vous le rappelle, à la fin du 19e, au temps de la première mondialisation, le canal de Suez, quand même très, très bloqué par les événements géopolitiques liés à Gaza, aux Houthis, et le canal de Panama avec ses problèmes
eux liés à des problèmes d'environnement, c'est-à-dire à la sécheresse. Voilà un petit peu, alors je pourrais être plus long, mais je pense que Lorraine me regarde, donc je vais essayer d'être plus court, au contraire. Voilà un petit peu où nous sommes. Alors, quels sont les nouveaux défis? Quelles sont les contraintes de ce monde qui change? Je vais revenir sur mes 3 pôles. Le globe, la puce, le globe, c'est-à-dire la géographie, la puce, c'est-à-dire la technologie, et le marché, c'est-à-dire un petit peu l'idéologie. Commençons par les technologies. Je ne suis qu'un modeste historien. Je crois beaucoup, ça m'a amusé dans ce qu'a dit Oméra, car elle m'a rappelé Schumpeter, le temps de la destruction créatrice, de rentrer dans une 4e révolution industrielle, dont je ne sais pas très très bien quels seront totalement les composants. J'ai adoré le graphique qu'Oméra a montré sur l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a tendance à se dire « Ah, ça va être totalement génial, ça va nous changer complètement ». Ce sera peut-être moins important que nous ne le pensons, même si j'imagine que ça peut avoir un impact non négligeable pour vous dans la gestion des flux. Par contre, il est clair que le champ des biotechnologies reste encore largement ouvert, avec cette limite, qui est une limite beaucoup plus philosophique, ce qui est de savoir jusqu'où l'homme peut aller manipuler le vivant, jusqu'où l'homme peut-il, c'est un petit peu le mythe de Prométhée, n'y a-t-il pas un moment où la manipulation du vivant, la tendance de l'homme à refaire du divin peut se retourner contre lui? Dans les innovations technologiques qui me paraissent importantes pour vous et qui vont toucher d'ailleurs une contrainte majeure des années à venir, une contrainte ou une opportunité d'ailleurs, c'est incontestablement dans le champ énergétique le cas de l'hydrogène. Car il me semble que l'hydrogène peut occuper une place tout à fait considérable dans les développements des décennies à venir, sans que pour l'instant les questions techniques liées tant à sa production qu'à son transport et au fond au rendement énergétique lié à la production de l'hydrogène soient pour l'instant résolues. Et c'est vrai, et c'est le deuxième élément, que nous allons rentrer, nous sommes dans une période de grande transition. Transition environnementale, transition énergétique. Ouais, la COP de Bakou sera probablement un demi-succès, voire un échec. La COP de Dubaï n'a pas été un immense succès. Quand on se bat pour savoir où on place la virgule dans une déclaration finale, ça n'est jamais très très excitant. Mais au-delà, je le vois moi au niveau de mes étudiants, le mouvement, il est irréversible. Il est irréversible dans le sens que nous allons dans un monde qui peu à peu va essayer de réduire sa trace carbone. Regardez simplement les immenses progrès que fait la Chine en matière d'énergie renouvelable, même si la Chine, pour l'instant, en est toujours à 60% de dépendance du charbon dans sa production d'électricité. Charbon, le Royaume-Uni, je ne sais pas si c'est très loin de Manchester d'ailleurs, le Royaume-Uni ferme sa dernière centrale thermique au charbon. Nous, on en a gardé encore 2 ou 3 en France. Malheureusement, de ce point de vue-là, le Maroc n'est pas exemplaire, chers amis. Hein, et vous êtes même les premiers importateurs africains de charbon. Mais, alors que c'est un peu bête, il y a du gaz à côté, mais les relations font que... Bon, je ne vais pas rentrer dans ces problèmes que vous connaissez mieux que moi. Il me paraît évident que nous allons dans un monde qui on va assister à un recul des énergies fossiles, à une montée des énergies renouvelables non carbonées. Alors ça, c'est très très bien. Maintenant, il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas négligeables. On ne sait toujours pas véritablement stocker et transporter l'électricité. Ou du moins,
si on sait stocker l'électricité, c'était le fait de mettre des barrages en montagne, c'est le seul moyen écologique de stocker l'électricité. J'avais longtemps pensé, naïf, que produire de l'hydrogène, c'était une manière intelligente de stocker l'électricité, avec un niveau de rentabilité qui est quand même relativement limité. Et puis, il faut bien reconnaître que dans cette transition, on passe de l'énergie à un certain nombre de métaux. C'est qu'elles, aujourd'hui, sont, qu'on le veuille ou non, au moins au stade de la métallurgie, des quasi-monopoles chinois. Puis se pose, et là-dessus, vous allez me permettre, Lorraine, de développer un peu, parce que c'est quand même mon domaine, je dirais, de base et de compétences, c'est quand même aussi celui de la disponibilité en matières premières. Notre monde va-t-il pouvoir disposer de suffisamment de matières premières, sachant que j'entends bien les rêves de l'économie circulaire, c'est très mignon, ça ne sera jamais totalement effectif. Et donc, il faut bien que nous soyons capables d'utiliser un petit peu de minier, un petit peu de fossiles, en attendant le temps du grand recyclage qui prendra probablement quand même l'ensemble du siècle. Sur l'énergie. Or, sur l'énergie, on n'a pas de problème de disponibilité. Les débats même sont de savoir. C'est amusant. Il y a 30 ans, quand on parlait du peak oil, c'était de se demander à quel moment est-ce que le monde allait atteindre le maximum de production et quand est-ce qu'on allait manquer de pétrole. Relisez Tintin au pays de l'or noir. Ça, c'est une référence littéraire que je ne saurais que vous conseiller. Bien, aujourd'hui, quand on parle de peak oil, c'est de savoir quand est-ce que le monde va atteindre son pic de consommation. Alors, la fourchette, elle est extrême. L'OPEP, hier, alors évidemment, ils parlent un peu pour leur paroisse. L'OPEP vient de sortir qu'en 2050, nous serions à 120 millions de barils jour. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à 102 millions de barils jour. Donc, eux, ils s'attendent à une croissance de la consommation et à un plateau vers 2050. Et le chiffre le plus extrême dans l'autre sens, c'est un major pétrolier qui l'a sorti, c'est BP, qui pour 2050 donne un horizon de 75 millions de barils jour. La vérité est probablement entre les deux. Ce qui est clair, c'est que le temps du pétrole va peu à peu diminuer. Il y aura toujours des besoins en matière de pétrochimie. Ce sera intéressant de voir pour les transporteurs maritimes quand est-ce que le temps du pétrole s'arrêtera totalement. Je pense que cela interviendra. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que nous le pensons. Et il est clair, à mon sens, que, je dis toujours aux écolos, dont je ne partage pas toujours les visions politiques, que nous avons le même objectif, celui d'imaginer pour nos petits-enfants, à la fin du XXIe siècle, un monde plutôt décarboné et un monde dans lequel nous ne fonctionnerions qu'avec des énergies renouvelables et non carbonées. Mais eux, ils imaginent qu'ils peuvent faire ça d'un coup d'un seul. Moi, je dis simplement que ça prendra du temps et que, certes, nous allons sortir de l'âge du charbon et du pétrole. Il y a une énergie intermédiaire qui devrait jouer un rôle fondamental dans les 3-4 décennies à venir. C'est incontestablement le gaz naturel. Et donc, c'est probablement là-dessus que vont se poser les problématiques, les tensions aussi, y compris d'ailleurs les tensions géopolitiques, avec un paradoxe de voir les États-Unis, premier exportateur mondial actuellement de gaz naturel liquéfié, devant le Qatar, l'Australie, les grands consommateurs étant la Chine et puis maintenant l'Europe, et l'arme du gaz n'ayant pas pu être totalement utilisée par la Russie. Et puis, au-delà de l'énergie, si on va vers la décarbonation, et si on va vers... Je ne sais pas ce que c'était, là, je regardais à la jumelle de la terrasse, il y avait des Dacia, il y avait des Renault, alors je ne sais pas si c'était des machins électriques, hybrides, etc. Et de toute façon, ça veut dire que l'on passe par un certain nombre, il y a des batteries là-dedans, et donc il y a de nouveaux métaux, ce que nous appelons dans le rapport Cyclope des métaux électriques, le lithium, le cobalt, le graphite, puis le nickel. Je signale qu'on peut, et ça peut être une utilisation intéressante pour le Maroc, il y a les batteries LFP, il y a du phosphate. Donc ça peut être une utilisation d'ailleurs.
mineur certes par rapport à la fonction engrais, mais qui n'est pas négligeable. Là, le problème est moins, très franchement, un problème de disponibilité minière. Le problème est que, pendant les 30 Glorieuses, où nous avons eu quand même, notamment dans les pays occidentaux, un certain nombre de problématiques environnementales, la métallurgie de ces métaux, la première transformation, la deuxième de ces métaux, c'est extrêmement polluant. Nous n'avons eu de cesse que de fermer nos capacités et d'être très heureux, voir nos amis chinois développer au contraire leur métallurgie, que ce soit des terres rares, que ce soit du lithium, que ce soit du cobalt, que ce soit aussi du cuivre, du nickel, etc. Et donc aujourd'hui, la géopolitique des métaux électriques, c'est une géopolitique complexe, non pointant au niveau de la mine qu'au niveau de la métallurgie, avec un poids de la Chine qui se traduit, bien entendu, en termes de dépendance. Je vous signale d'ailleurs que de ce point de vue-là, les technologies évoluent. Aujourd'hui, dans vos batteries, anodes, cathodes, vous avez du lithium, du cobalt, etc. Ça va probablement évoluer. Il est très possible que dans 20 ou 30 ans, on sache se passer du lithium, par exemple. Il y a par contre un métal qui est totalement incontournable et qu'aujourd'hui, on ne sait pas substituer et qui retrouve là une deuxième, voire une troisième jeunesse, puisque en l'Antiquité, il était utilisé pour fabriquer du bronze, qui servait à faire les glaives, c'est le cuivre. Pour moi, le cuivre, c'est la matière première stratégique du XXIe siècle. Et là, nous touchons un certain nombre de goulots d'étranglement. Oméra le disait, il faut être rapide, il faut réagir, etc. Le problème, c'est que dans un certain nombre d'activités, le temps de l'investissement est un temps long. Les armateurs parmi vous, quand vous commandez un bateau, vous faites un pari sur ce que sera le marché dans les 3-4 ans nécessaires à ce que le bateau vous soit livré. Quand vous vous lancez dans la mine, le temps de la mine, c'est 10, c'est 15 ans facilement. Donc il faut imaginer ce que sera, et le temps du recyclage aussi d'ailleurs, donc il faut imaginer ce que seront les produits essentiels et les produits stratégiques dans 10 à 15 ans, et puis rajouter aussi un paradoxe qui est que les matières premières, et ça c'est une constante dans l'histoire, ça c'est pas nouveau, les matières premières sont un facteur de déstabilisation des pays qui les produisent. Je parle souvent de la malédiction des matières premières. Il y a très peu de pays qui y ont échappé. Regardez cette malheureuse République démocratique du Congo. Regardez, tout bêtement, et sans veine politique, votre voisin algérien, que les Algériens eussent été probablement beaucoup plus heureux depuis leur indépendance s'ils n'avaient pas eu le pétrole et le gaz. Regardez ce qui s'est passé, regardez la Libye, regardez le Venezuela. Il y a très peu d'exemples de pays qui aient su intelligemment gérer la rente matière première. Il y a la Norvège avec son fonds souverain, et je cite souvent le Maroc. Le Maroc a su admirablement gérer sa situation sur les phosphates, et je vous rappelle que je disais que le cuivre était incontournable. Les phosphates sont aussi aujourd'hui, dans le domaine agricole, totalement incontournables dans la fonction de fertilisation. C'est là quelque chose de fondamental, car les marchés de matières premières, eh bien, ils sont beaucoup plus sensibles que d'autres à ces dimensions géopolitiques, tant les pays qui les produisent sont susceptibles d'être déstabilisés. L'argent, la rente qui tombe du ciel, elle corrompt les circuits économiques, elle corrompt aussi les âmes et les cœurs et les portefeuilles d'un certain nombre de leurs dirigeants. Malheureusement, les matières premières sont un facteur, les marchés de matières premières sont un facteur de déstabilisation qu'il ne faut pas ignorer. Enfin, j'ai parlé d'énergie, j'ai parlé de métaux. Je voudrais simplement aussi vous rappeler une toute petite chose. Nous ne sommes pas dans un pays, d'une terre qui a réglé ce problème fondamental qui a toujours été le problème
essentiel des hommes, c'est-à-dire de se nourrir. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 7 milliards d'êtres humains. Sur ces 7 milliards, il y en a 1 milliard qui souffre de pauvreté alimentaire et 250 qui souffrent de la faim, en général liée aux guerres et à la folie des hommes. Nous serons probablement une bonne dizaine de milliards à la fin de ce siècle. Le défi alimentaire reste un défi tout à fait fondamental, d'où l'importance d'ailleurs au passage des phosphates. Ceci, et cet ensemble des matières premières, il faut le resituer aussi dans ce qui est essentiel, y compris dans vos fonctions d'ailleurs, qui est celle de l'instabilité. Oméra en a parlé, elle a parlé de volatilité. Jamais les marchés mondiaux n'ont été aussi volatiles autrefois. Alors là, je parle de temps beaucoup plus anciens, ceux des premières 30 glorieuses, de l'après-guerre. Je disais toujours à mes étudiants, moi, vous savez, la vie est tranquille. Quand j'étais à votre place, je pouvais aller me coucher, et puis le lendemain matin, je savais que je retrouverais le dollar, le pétrole, le blé, le cuivre, au même prix où je les avais laissés la veille. Aujourd'hui, ma seule certitude, je n'ai pas regardé les cotations ce matin, c'est qu'aujourd'hui, le prix du pétrole, le dollar, mais le prix aussi de très nombreux autres produits. Je discutais au café avec l'un d'entre vous, je lui demandais alors qu'est-ce que ça donne les indices du fret conteneur. Alors il m'a répondu, je n'ai pas encore regardé ce matin. Mais nous sommes dans un monde, ce que j'appelle le temps de la commoditisation. Vous savez, en général, en français, on dit matière première. Alors, comment traduire matière première en anglais? On dit raw materials. Mais ce n'est pas suffisant. Et les Anglais, qui sont beaucoup plus intelligents que nous, ils ont inventé ce concept de commodities. Et les commodities, c'est en fait une commodité, c'est un produit dont le prix se fixe sur le marché par rencontre immédiate de l'offre et de la demande. Jusqu'en 85, oui, le pétrole n'était pas une commodité, puisque le prix du pétrole, c'était le prix du cartel de l'OPEP. Le fret, vous vous souvenez des trucs, les conférences maritimes, c'était pas une commodité. Le minerai de fer n'était pas une commodité, il y avait des accords, etc. Tout ceci a volé en éclats. Nous sommes dans un monde dans lequel l'incertain est la réalité. Demain sera différent d'aujourd'hui, et c'est fascinant de voir. Alors c'était déjà le cas dans le domaine du fret maritime pour les vraquiers et les tankers. On avait les cotations du Baltique, etc. On les a toujours. Le domaine des conteneurs, c'était des gens apparemment raisonnables. C'est plus le cas. Et nous sommes dans un monde qui a, de ce point de vue-là, totalement évolué. Alors il a évolué avec, ça c'est pas nouveau, le phénomène de la commoditisation. C'est un phénomène long qui remonte à la fin du XXe siècle et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, finalement, qu'on a réussi à savoir gérer. Finalement, nous vivons avec l'instable. On a inventé les marchés dérivés. On a inventé toutes les techniques qui, souvent, d'ailleurs, permettent de gérer, d'anticiper, de couvrir ces risques, de s'arbitrer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et les marchés sur lesquels il n'y a pas de marché dérivé, ce qui est le cas, par exemple, du fret conteneur, sont paradoxalement beaucoup plus instables que ceux, je pense au Baltique sur le fret sec, sur lesquels il y a quand même des techniques de marché dérivé. Mais tout ceci, c'est avec de nouvelles contraintes qui sont, et ça, Oméra en a parlé, la montée de nouvelles barrières. J'ai du mal à imaginer que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, arrive à récupérer quelque crédibilité que ce soit. En réalité, nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui dominé par le bilatéralisme. Le multilatéralisme, c'était pas mal. Le retour au bilatéralisme, c'est le retour à la loi du plus fort. Mais chacun essayant de recréer des espaces autour de lui, remettant en cause, et là, je ne vais pas le développer puisque Oméra vient de le faire, remettant en cause cette idée de chaîne mondialisée que l'on avait autrefois. On a découvert, je me souviens, il y a une quarantaine d'années, un numéro de la Far Eastern Economic Review, et il titrait « The New Nike Economy ». Nike, ce sont les horribles pompes que nous achetons très cher à nos adolescents, et ils mettaient ça comme
finalement un nouveau paradigme dans lequel il y avait l'invention et la conception à un endroit, la fabrication à plusieurs autres endroits et la consommation à l'échelle mondiale. Ça, on y a cru. Aujourd'hui, c'est toujours valable, mais c'est en train quand même de se remettre en cause. Alors, elle a parlé du friendshoring, alors moi je dis le ressourcing, tout ce que vous voudrez, mais ceci se traduit concrètement par des barrières. Vous avez vu ce que les États-Unis viennent de passer sur les véhicules électriques chinois, bientôt sur les batteries, etc. L'Europe est un peu à la remorque derrière, mais le temps où nous imaginions que le libre et doux commerce, allait pouvoir guérir tous les maux de l'humanité, ce temps est largement passé. Alors, voilà un petit peu les nouvelles contraintes dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, il ne faut pas être négatif. L'histoire, quand vous regardez l'histoire sur, peut-être pas le temps long, mais depuis le début du XXe siècle, nous avons connu des périodes de crise suivies par des périodes d'expansion. On a vu la crise des années 30, et dont la seule résolution fut la Seconde Guerre mondiale, et puis qui a été suivie par ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. On a eu la crise des années 70, là je l'ai vécue un peu comme un acteur, et elle a été suivie par les 30 Glorieuses de la mondialisation. Nous sommes au cœur, et je pense que dans les livres d'histoire, on parlera de la crise des années 2020. On n'est qu'en 2024, hein, donc je prends quand même une certaine marge, parce que c'est plus long qu'on ne le pense, et il y a des chances, peut-être retrouverons-nous une nouvelle mondialisation. C'est ça l'idée d'attendre et espérer. Alors, si je prends 30 ans, où serons-nous dans 30 ans? Probablement pas loin du pic démographique de l'humanité. C'est probablement dans 30 ans que l'on atteindra ce maximum aux alentours de 10 milliards d'êtres humains, avec déjà un déclin de la Chine. Ça, c'est très, très important. La Chine n'aurait plus dans 30 ans que 1,3 milliard d'êtres humains, donc ils auraient commencé leur déclin et ils termineront le siècle beaucoup, beaucoup plus bas. L'Inde continuera à monter, bien entendu, à 1,6 milliard d'êtres humains. Le grand défi, c'est que le seul continent qui va continuer à croître, c'est l'Afrique, qui compterait, non pas dans 30 ans, mais à la fin du siècle, 4 milliards d'êtres humains. Ça, la certitude démographique, il y a des incertitudes, bien entendu, mais c'est un horizon sur lequel on peut travailler. L'interrogation majeure pour moi, et là, je suis peut-être plus sur le court terme, c'est de savoir comment va évoluer le modèle chinois, tant politique qu'économique. Notre inquiétude aujourd'hui, c'est que la Chine ne fasse même pas ce que le comité central du Parti communiste chinois a décidé, c'est-à-dire 5% de croissance cette année. Ils sont probablement en dessous. La Chine est en train de faire un atterrissage à peu près en douceur. Vous avez vu les mesures qui viennent d'être prises. Ils viennent encore de baisser leur taux. Ils réinjectent de l'argent dans l'économie, même si le secteur de l'immobilier et de la construction est particulièrement en crise. Et c'est le modèle chinois qui est, pour moi, la grande interrogation à venir, sachant que la croyance que nous avions au temps de la mondialisation heureuse, que la Chine se dissoudrait dans la démocratie, n'est pas une véritable... ne correspond pas probablement à la réalité de ce qui va arriver. Certes, et ça, Oméra l'a souligné, nous avons d'autres pays qui émergent, l'Inde, bien entendu, avec quand même... avec ses limites, mais qui reste la plus grande démocratie de la planète, et je crois que c'est tout à son honneur, avec une économie pour l'instant relativement fermée sur elle-même, mais et donc qui n'a pas le même impact en termes de dynamique mondiale qu'a pu avoir en son temps la Chine. L'interrogation aussi, ou du moins le wishful thinking, c'est d'imaginer quand même qu'on trouvera quelques bornes finalement à la gouvernance mondiale. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de pilote dans l'avion aujourd'hui. Y en aura-t-il un demain? C'est une question que l'on peut se poser, sachant que
dans le logo, dans une des dernières slides d'Omera, m'a amusé parce qu'il y avait l'Afrique. Le XXIe siècle, peut-être, devrait être le temps de l'Afrique, avec un défi majeur, celui de son développement, celui de sa gouvernance. Parfois, je me prête à rêver que les 30 glorieuses à venir pourraient être des 30 glorieuses pour l'Afrique. C'est en tout cas ce que l'on peut attendre certainement et espérer. Je voudrais simplement, au cas où mon exposé ne vous ait pas trop séduit et vous ait un peu trop marqué par un relatif pessimisme, conclure avec Apollinaire deux vers que je trouve merveilleux. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins, tous les matins du monde. Merci.